Merci d'être tous présents et aussi nombreux cet après-midi. Cher Boris Cyrulnik et cher Étienne Klein, alors malheureusement à distance pour des raisons qui vous obligent à rester sur Paris, mais un grand merci d'être des nôtres, Étienne. Je suis donc très heureux de vous accueillir tous les deux et d'animer ce dialogue sur un thème, sur un mot même, lien, qui est une clé de voûte si centrale dans nos existences. Boris et Étienne, on ne vous présente plus. Et puisque nous sommes dans ce si beau festival du livre, je vais signaler vos derniers ouvrages publiés cette année. Boris, des âmes et des saisons, chez Odile Jacob. À quatre mains avec José Lenzini, Shérif, mes chéris, préfet Courage sous le gouvernement Vichy. Et toujours à quatre mains, mais cette fois avec Xavier Emmanueli, se reconstruire dans un monde meilleur chez Humaine Science. Quant à vous, Étienne, la physique, selon vous-même, Étienne Klein, chez Flammarion, et l'esprit du corps, chez Robert Laffont, et plusieurs contributions à des ouvrages collectifs. Mais avant d'attaquer le débat, permettez-moi de saluer l'exceptionnel travail du maître d'œuvre et d'ouvrage de ce festival, Dominique Favario, et qui réussit la prouesse de réunir autour de lui une toute aussi remarquable communauté de bénévoles, d'auteurs et de lecteurs. Il mérite vraiment vos applaudissements. Merci. Bravo à toi, cher Dominique. Je reprends donc le sujet de notre dialogue, le lien, et c'est bien d'ailleurs ce qui nous réunit, Dominique et nous tous ici. Alors ce terme, nous l'employons très facilement, mais quand on se plonge dans sa définition, on prend mieux conscience qu'il abrite des sens très différents, voire contraires. Le lien est en effet ce qui établit un rapport entre des choses abstraites ou une relation entre personnes, mais c'est aussi ce qui attache et retient, ce qui impose une contrainte permanente, entretient une dépendance, voire même maintient prisonnier. Et je vais prendre un exemple qui fait écho à chacun de vous deux, Étienne et Boris, chacun dans son domaine de compétences et qui montre toute l'ambivalence du mot. Cet exemple, c'est celui de la corde, car la corde est un lien. La corde, lorsqu'on pratique l'escalade ou l'alpinisme, comme vous, Étienne, c'est ce qui attache à la vie. La corde, lorsqu'on se pend, et ce sujet, Boris, vous êtes confronté, j'imagine, avec des patients, eh bien la corde devient ce qui arrache à la vie. Voilà, cette ambivalence, cette variété de sens conférée au lien va nous accompagner, je pense, pendant tout ce dialogue. Et pour commencer, Boris et Étienne, j'aimerais vous demander ce que vous inspire spontanément le titre de ce débat. A-t-on raison de poser la question, de se poser la question, c'est-à-dire de considérer qu'une partie de ce qui fait lien est distendue ou rompue et que restaurer ces liens constitue un immense défi? Boris. Alors, je pense qu'on est la seule culture sur la planète à se poser la question en termes d'individus. Et les Asiatiques et beaucoup d'Africains ont du mal à comprendre cette question. C'est Descartes qui nous a fait le coup. Arrêtez de lire Descartes, parce que Descartes nous fait croire qu'il y a le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Et notre culture occidentale a fonctionné là-dessus. Merci Descartes pour les sciences dures, pas merci Descartes pour la psychologie. Parce que en psychologie, maintenant la neuroimagerie photographie comment on ne peut pas vivre seul. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a des autres autour de moi. Sans autres, mon cerveau s'atrophie. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une métaphore. Ça se mesure, ça se photographie. J'ai besoin de vous pour devenir moi-même. Mais à ce moment-là, je suis contraint à tisser avec vous un lien d'attachement. Et à ce moment-là, je suis obligé de tenir compte de sa personnalité. Et ça, c'est un frein à l'épanouissement de ma personnalité. Je reprends le mot de votre question, ambivalence. J'ai besoin de vous, je ne peux pas vivre sans vous. Sans vous, c'est la mort, mais avec vous, c'est l'enfer. Enfin, c'est... Pas tout de suite. Attendons la fin de la conférence pour conclure là-dessus. Enfin, c'est Jean-Paul Sartre qui disait ça, c'est pas moi. Étienne, comment le philosophe des sciences que vous êtes réagit-il justement d'abord aux propos de Boris et bien sûr à la question, au thème de notre débat?
Bonjour Denis, bonjour Boris, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous dire que je regrette vraiment de ne pas être parmi vous. Je me réjouissais de découvrir Chambéry. Alors, Denis, dans sa question, évoque la corde qui fait la cordée finalement, et il a dit que la corde, c'est ce qui attache à la vie. En fait, non, en alpinisme, la corde, c'est ce qui attache à l'autre, au compagnon de cordée, et c'est ce qui permet la vie, enfin la survie, justement. Et l'esprit de cordée, à mon avis, est quelque chose qu'on aurait tout intérêt à faire descendre à des altitudes plus basses, parce qu'il me semble que la cordée est un ensemble d'individus dans lequel on ne peut pas toujours distinguer le premier du second. Enfin, c'est une relation qui, en fait, est plus symétrique que ce que l'appellation premier de cordée laisse entendre. Et l'esprit de cordée, c'est finalement une sorte de responsabilité partagée, un responsable de soi et de l'autre. Et en même temps, c'est un lien matériel qui symbolise un lien qui n'est pas matériel et qui fait que les individus dans une cordée sont des gens qui, comme le dirait Camus, s'empêchent. Camus disait, un homme, c'est quelqu'un qui s'empêche. Et bien, dans une cordée, ça se voit, il me semble, plus qu'ailleurs, puisque moi, j'ai participé, enfin, j'ai fait partie, disons, de beaucoup de cordées, et j'ai jamais vu dans une cordée des individus mal se comporter. Comme si la responsabilité, dès lors qu'elle est partagée, obligeait dans son comportement à exclure certains types de réactions qui compromettraient justement l'esprit de cordée. Et il me semble que là, il y a une métaphore qu'on pourrait développer dans la société tout entière, et ça serait sans doute une bonne façon de sortir de cette épidémie qui, en effet, nous a isolés. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas neuroscientifique, donc je laisse Boris expliquer ce qu'il a dit très brillamment, à savoir qu'on ne peut pas exister complètement seul. Je peux simplement témoigner d'une réaction qui a été la mienne lorsque s'est interrompu en France le deuxième confinement, qui a été, comme vous le savez, un peu moins radical que le premier, mais qui a été vécu, à mon avis, de façon plus difficile. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et j'observais que sur les réseaux sociaux, la température montait, l'agressivité se montrait davantage. J'avais l'impression qu'il y avait, en tout cas dans les contacts que je pouvais avoir, beaucoup d'énervement, d'agacement, beaucoup de frustration. Et je m'attendais à ce que le jour où le confinement cesserait, c'est-à-dire le jour où on pourrait tous retourner dans les cafés et circuler dans la rue, cette agressivité se laisserait voir également. Et ce qui m'a surpris, c'est que ça a été tout le contraire. En tout cas, dans mon quartier, le jour où on a pu sortir, j'ai observé que tous les visages étaient souriants, les gens se parlaient beaucoup plus que d'habitude. Les terrasses des cafés qui étaient rouvertes étaient baignées par une atmosphère très gaie. Et je me suis fait la réflexion, et j'aimerais bien que Boris dise si j'ai raison ou pas. J'ai l'impression que finalement, ce qui limite la violence entre nous et qui permet d'avoir des liens qui soient des liens vraiment humains, c'est la rencontre physique. Autrement dit, quand vous êtes devant un écran, les gens avec lesquels ou auxquels vous vous adressez sont des icônes, ils n'ont pas vraiment d'humanité. Vous pouvez les insulter, vous pouvez même monter dans les tours, être extrêmement violent ou agressif. Et dès que ces personnes se montrent concrètement, physiquement, sont en face de vous, alors immédiatement, vous baissez d'un ton et vous reconnaissez en eux des, des figures humaines dont vous êtes en quelque sorte responsable d'une certaine façon. Et il me semble que c'est comme si l'esprit de cordée que je viens d'évoquer redescendait dans la ville en ce genre d'occasion. Malheureusement, ça ne dure pas. Aujourd'hui, à Paris, il fait très mauvais et j'ai l'impression que les visages, en tout cas ceux que j'ai pu croiser, n'étaient pas spécialement sereins ni harmonieux. Faire réagir justement Boris. Une question, vous avez beaucoup travaillé ces derniers mois sur les vertus de la nuance. Et vous avez travaillé sur ces vertus-là en réponse à l'hystérisation du débat public, à l'antagonisation du débat public. Est-ce que cette situation, justement, est-ce que vous faites le constat qu'elle nuit particulièrement, justement, à l'entretien des liens humains et des liens sociaux? Vous m'avez entendu, Étienne, ou pas? Oui, j'ai entendu. Ouais. Attends, c'est à qui de répondre?
Comment? Bon, j'ai compris que c'était à Boris de répondre. Non, oui, mais juste avant que Boris réponde, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je répète justement, vous avez travaillé sur la nuance ces derniers mois en réponse à l'hystérisation du débat public, à l'antagonisation de nos rapports humains et sociaux. Est-ce que vous faites le constat justement d'une détérioration à la faveur du Covid, malheureusement? Alors, je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Moi, je ne travaille pas sur la nuance. Simplement, j'ai écrit en juillet 2020 un petit texte, un tract chez Gallimard qui s'appelle Le goût du vrai, parce qu'il m'a semblé que la mise en scène de la science et de la recherche pendant la pandémie, dans certains médias, disons, n'était pas du tout adéquate. Et donc, j'ai réagi. Et dans ce tract, le mot nuance n'apparaît qu'une seule fois. Et quelques semaines après la publication de l'ouvrage, une chaîne internet qui s'appelle Brut m'a invité pour parler de ce tract. Et au moment où je les ai rejoints dans un studio, ils m'ont dit, on aimerait que vous parliez de la nuance. Et je leur ai dit, mais c'est pas mon sujet. Ils m'ont dit, si, sans que vous l'ayez explicitement écrit, votre ouvrage est un livre sur la nuance. Bon, je me suis isolé pendant 20 minutes et puis j'ai fait l'interview au cours de laquelle j'ai dit quelques banalités qui ont eu, d'après ce que j'ai pu voir, beaucoup de résonance, comme si on avait oublié, en effet, que la nuance est possible. Et il me semble que une démocratie, enfin une république plus exactement, une république à la française, c'est-à-dire une république qui refuse toute forme de communautarisme, c'est un lieu dans lequel on doit pouvoir argumenter. C'est-à-dire, on doit pouvoir débattre. Et je vous rappelle que l'étymologie du verbe débattre, qui est un mot qui date du XIIe siècle, débattre, ça voulait dire à l'époque ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est s'empêcher de se battre, c'est-à-dire c'est pratiquer ce que Bergson aurait appelé la politesse de l'esprit. On écoute l'autre, on ne l'interrompt pas, on n'utilise pas d'arguments d'autorité, on le laisse développer ses arguments, on développe soi-même des arguments et non pas des invectives. Et à la fin de ce débat, qui peut durer très longtemps, qui peut être très ennuyeux, eh bien, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et il me semble que nous avons remplacé, en effet, dans certains médias en tout cas, cette conception ancienne du débat par l'idée qu'un débat, c'est un clash entre personnalités dont on sait à l'avance qu'elles ne sont pas d'accord. Et moi, je ne vois pas comment une république peut vivre son statut de république sainement si elle ne pratique pas ou ne sait plus pratiquer l'argumentation. Et l'argumentation, comme tu l'as dit, Denis, elle suppose, comme vous l'avez dit, elle suppose la pratique de la nuance. Elle empêche les postures radicales. Elle remplace le fait d'avoir un avis par le fait de se forger un avis, ce qui n'est pas du tout la même chose. Se forger un avis, c'est travailler, c'est enquêter, c'est s'informer, c'est discuter, c'est interpeller les experts. Et à la fin de ce travail qui peut être très chronophage, on sait forger un avis. Bon, moi, j'ai observé dans beaucoup de soi-disant débats, notamment autour des nouvelles technologies, la 5G, le nucléaire, les OGM, les nanotechnologies ou d'autres, que dans beaucoup de ces débats, il y a une forme de décorrélation qui se laisse voir entre la compétence et la militance. Autrement dit, le fait d'avoir un avis tranché pour ou contre dédouane ou semble dédouaner de l'envie ou de l'obligation de s'instruire sur ce à propos de quoi on a un avis tranché. Et ça fait que les débats sont toujours très polarisés. Et il me semble qu'une des solutions, mais elle n'est pas du tout facile à mettre en œuvre parce que ça supposerait d'inventer une nouvelle ingénierie sociale, j'aime pas le mot, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Il faudrait qu'on arrive à mettre sur pied des formes de débat dans lesquelles les gens qui sont indifférents, dans lesquels les gens qui sont modérés s'engagent sans modération. Si les gens modérés ne sont pas sans modération, j'ai l'impression que les postures radicales, c'est-à-dire l'impossibilité d'exprimer de la nuance, qui sera toujours perçue comme de la faiblesse ou comme de l'indécision, ce qui est une sorte d'erreur d'interprétation, la nuance sera exclue et les débats seront des espèces de controverses dans lesquelles implicitement on donnera une prime à ceux qui ont le plus d'arrogance. J'ai demandé à Boris comment le neuropsychiatre réagit-il
au propos justement, à la démonstration d'Étienne, la nuance, c'est vraiment une clé de la qualité des relations humaines et sociales. Et cette nuance, vous voyez vous-même qu'elle se délite finalement? Alors je crois que pour répondre à cette question, il faut signaler deux dangers. Le premier danger, c'est le désordre. Et le deuxième danger, c'est l'ordre. Débrouillez-vous avec ça. Merci beaucoup. C'est-à-dire que le premier danger, c'est le désordre parce qu'il n'y a pas de structure. Et s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de vie physique, pas de vie biologique, et pas de vie mentale, et pas de vie sociale. C'est ce qui caractérise l'anomie, pas de structure. Et quand il y a l'anomie, dans les sociétés qui s'effondrent, on voit réapparaître très rapidement la violence. Parce que quand une société n'est plus structurée par l'affectivité, par la loi, instantanément, très rapidement, on voit réapparaître la violence. C'est ce qui s'est passé au cours du confinement, où 48 heures après, le 119, le numéro de la violence conjugale, était totalement débordé. Parce que l'autre contrainte, c'est l'hyperdensité. Quand on est tout le temps les uns contre les autres, on ne se supporte plus. Alors ce que disait Étienne Klein, je l'ai constaté cliniquement, c'est que après la sortie du confinement, il y a eu un rebond d'affection. Il y a eu un rebond de gaieté. Les terrasses de café, tout le monde était là, riait, parlait, on était heureux de se rencontrer. Quand les enfants sont en pension, ils n'ont qu'une idée en tête, retourner le dimanche chez maman et chez papa. Quand ils sont chez maman et chez papa, ils n'ont qu'une idée en tête le dimanche, c'est quitter maman et papa. Ça veut dire qu'il y a un rythme à trouver, un rythme naturel, un mouvement, il y a une respiration, il y a une systole, une diastole, il y a le jour, la nuit, et quand on trouve ce rythme-là, on arrive à vivre ensemble. S'il n'y a pas d'altérité, c'est la mort psychique. Mais s'il y a trop d'altérité, c'est la prison psychique. Et on voit que notre culture actuellement, elle a mis au point deux facteurs de vulnérabilité qui sont le sprint et la technologie. Alors là, je sais que Étienne va sortir ses couteaux parce que le sprint, les sociétés occidentales qui valorisent le sprint et la réussite individuelle, c'est les sociétés de dépression et de suicide. C'est-à-dire que l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, dit que dès maintenant, alors c'était le rapport d'il y a 2 ans, l'OMS disait dans 10 ans, le premier budget de tous les États sera le budget psychiatrique. Depuis le confinement, depuis la pandémie, c'est fait. Le premier budget de tous les États, c'est le budget psychiatrique. Parce qu'on a eu les deux facteurs de délabrement mental. La solitude, le confinement, l'inaction, le sprint de l'école, le stress. L'école est devenue une nouvelle forme de maltraitance. Et la réussite personnelle est devenue un prix humain exorbitant. Et la technologie permet effectivement, c'est une prouesse intellectuelle stupéfiante. Hein, le micro, les écrans, c'est magique, c'est incroyable que des êtres humains aient pu inventer des outils aussi magiques que la technologie. Quel est le prix des écrans? L'arrêt du développement chez les enfants, le retard de langage, le blocage total de l'empathie, c'est-à-dire l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre. Les enfants devant les écrans n'ont pas d'autre monde que le leur capturé, médusé par un écran. Médusé au sens, vous savez, la gorgone avec les serpents qui sortent par les yeux, par le nez, par les oreilles. Médusé. Donc c'est une prouesse technologique. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Et la technologie, qui est une prouesse de l'esprit humain,
a des effets secondaires énormes actuellement. La parole, qui est la condition humaine, a des effets secondaires actuellement, c'est le langage totalitaire. Toutes les guerres actuellement, ou même depuis très longtemps, toutes les guerres ne sont plus des guerres de survie, des guerres de nourriture, des guerres de territoire. Toutes les guerres sont des guerres de croyance, c'est-à-dire qu'on se soumet à une représentation impossible à percevoir, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous méritez la mort. C'est-à-dire que dans les deux cas, l'artifice de l'outil, l'artifice du verbe, on crée un monde humain absolument magnifique qu'on est en train de payer beaucoup trop cher. 1 an et demi après l'éruption de la pandémie, qu'il s'agisse des gestes barrières, de distanciation sociale, des masques quasi permanents, et puis la 5e vague, et maintenant Omicron, je ne sais plus comment on l'appelle, le nouveau variant, va nous questionner sur les prochains mois, c'est une évidence. On peut d'ores et déjà tirer des conclusions sur la manière dont nous allons construire nos liens demain. On peut mesurer l'impact durable, ou est-ce que finalement c'est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité, et très vite on aura su balayer les effets indésirables justement de cette capacité que nous avons aussi à nous adapter? Alors c'est un épiphénomène depuis 14 000 ans. C'est-à-dire que les premières épidémies ont été provoquées par l'artifice, l'intelligence de monsieur et madame Sapiens. Dès l'instant où ils ont cessé d'être nomades, dès l'instant où ils ont créé des étables pour les animaux, des stocks de vivres pour les animaux et pour eux, ils ont créé un paradis pour rats. Et les rats transportaient les puces et des poux qui eux-mêmes transportaient les virus et les bactéries de la peste. C'est-à-dire que les premières épidémies de peste sont apparues en même temps que les prouesses techniques de stock alimentaire, d'élevage et d'urbanisation. Donc ça fait 14 000 ans qu'on répond à votre question. Ça fait 14 000 ans et il y a eu des siècles des pestes. Alors j'habite à Toulon, il y a eu plein d'épidémies. Marseille, il y a eu plein d'épidémies qui sont parties depuis Marseille parce que la route de la soie, qui est une merveille, les Chinois inventent un tissu d'une très grande beauté, une très grande merveille, et ils le peignent pour en faire des œuvres d'art, la soie. Et quand j'ai été invité à travailler au Japon, on m'a parlé tous les jours de la maltraitance à l'école. L'école est devenue une forme de maltraitance. Et j'ai été en Chine dans des magnaneries. Qui, dans cette salle, voyant un bombix, un gros papillon jaune, femelle, et on voit un fil sortir du trou du cul de la femelle, et puis vous dites « Oh, ça va faire un joli tissu ». Faut vraiment être chinois pour avoir une intelligence pareille. Eh bien, ça fait un tissu merveilleux. Et ce tissu a été commercialisé, et quand, d'abord par les chameaux, les chevaux et les chameaux, la route de la soie, pour venir vendre ces merveilles en Occident, en Europe, ce qu'on n'appelait pas encore Europe à cette époque-là. Puis ensuite, pour gagner plus d'argent, il a fallu mettre les bateaux à Antioche pour arriver à Marseille, mais dans les bateaux, il a fallu mettre des stocks d'aliments avec des rats, des puces, des poux, des bacilles de la peste. Et au lieu de se confiner dans les îles du Frioul, de faire la quarantaine dans les îles du Frioul au large de Marseille, les commerçants ont débarqué ces merveilleux tissus la nuit pour les vendre à la foire aux tissus de Beaucaire. 1348, 2 ans après, un Européen sur 2 est mort pour gagner un peu de sous. Alors, les tissus sont merveilleux, la technologie est merveilleuse, les transports sont merveilleux. Et qu'est-ce qu'on vient de faire là? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est exactement les mêmes facteurs qui ont créé la Covid-19. 19 ou 18? Donc, il y a une inflation actuellement. Donc, c'est-à-dire que c'est l'hyper-civilisation, l'hyper-technologie, l'hyper-transport, l'hyperconsommation qui, depuis 14 000 ans, crée régulièrement des épidémies de peste.
justement, je voudrais rebondir là-dessus avec Étienne. Étienne, vous avez, comme Boris, comme tout le monde, depuis 1 an et demi, éprouvé l'expérience du télétravail, du téléenseignement également. On a vu ces pratiques se généraliser. Moi, j'ai une question toute simple. Comment penser, créer, partager ensemble? Comment coopérer, collaborer quand on est ainsi à distance les uns les autres? Comment créer ce lien que l'on sait nourri généralement de beaucoup de choses très informelles? C'est un sourire, c'est un rictus, c'est un regard, c'est une main aussi. Comment fait-on finalement pour préserver cela? Là, il y avait quand même une contrainte. L'épidémie obligeait au confinement et ensuite on pouvait soit couper toutes nos interactions avec ceux qui n'étaient pas sous le même toit que nous. Je pense que psychiquement, ça aurait été très, très difficile. Mais justement, le numérique a montré son utilité et aussi ses défauts. Mais son utilité, c'est qu'on a pu télétravailler. Dans certaines situations, ça a été quand même très profitable. On a pu faire de l'enseignement. Moi, j'ai continué à enseigner alors devant un écran, ce qui n'est pas du tout agréable. Parce que, comme vient de le dire Denis Lafay, l'enseignement, c'est quand même du corps à corps. C'est-à-dire qu'on voit très bien, on sent par le langage corporel des étudiants qui sont là, s'ils sont en train de comprendre ce qu'on raconte ou s'il faut changer notre façon de procéder et mieux adapter l'impédance que nous avons avec eux. Et devant un écran, on n'a pas du tout ces informations. Et sans doute que les capacités d'apprentissage sont diminuées lorsqu'elles se font ainsi à distance. Mais pour peut-être prolonger ce que Boris Cyrulnik a expliqué là, moi j'étais quand même étonné de voir que et là je parle du premier confinement. Évidemment, il y a eu une dégradation psychique de la population, comme l'a indiqué Boris, mais il y a quand même un nombre élevé de gens qui me disent qu'ils ont aimé le premier confinement. Et j'en fais partie d'ailleurs. Et je pense que c'est lié au fait que justement, pendant ces quelques semaines, nous avons été débarrassés collectivement, sauf dans certaines professions très particulières, de l'obligation du sprint. Je pense qu'en temps normal, nous sommes tous inconsciemment persuadés que nous sommes en retard par rapport à je ne sais quel rythme propre qu'aurait la réalité. On a toujours l'impression que l'information, l'actualité est en avance sur nous, de sorte que nous sommes en retard sur eux. Et ça crée une forme de culpabilité diffuse qui tient au sentiment que nous avons, que nous allons moins vite que nous devrions si nous voulions suivre le rythme du monde. Pour une fois, pendant quelques semaines, nous avons été synchrones avec le monde, avec l'idée que l'histoire, au moins en apparence, s'était mise en hibernation. Et je pense que ça nous a soulagés, en tout cas beaucoup d'entre nous. Il y a eu une sorte de confort psychique lié au fait qu'on avait le sentiment d'être en phase avec l'humanité qui n'était plus en avance sur nous, puisque tout le monde était à peu près soumis tout autour de la planète aux mêmes contraintes et presque au même mode de vie, et que ça explique pourquoi le confinement a été si bien accepté finalement, en tout cas si bien, peut-être pas accepté, mais en tout cas appliqué. Évidemment, il y avait les amendes, etc., mais je pense que quand même les gens étaient tellement fatigués avant, tellement épuisés, que ça leur a donné l'occasion de déplacer ce que j'appellerais leur barycentre existentiel. Dans la vie normale, notre barycentre existentiel, il est pondéré un peu sur notre vie familiale, un peu sur notre vie professionnelle, sur notre temps libre, etc. Et là, on a été obligé de reconfigurer notre position dans l'existence pour le meilleur et pour le pire. Pour certains, ça a été l'occasion de réfléchir au sens qu'ils donnaient à leur métier, à leur activité. Il y a eu beaucoup de changements de métier pendant ces périodes. Pour d'autres, ça a été l'occasion d'un effondrement. Ils avaient une vie hyperactive et ils se sont rendus compte que finalement, ils n'étaient pas aussi... Mais Étienne, alors indépendamment de la pandémie, et je vous pose la question parce que vous êtes un grand spécialiste du temps, vous avez beaucoup travaillé sur le temps, les innovations technologiques aujourd'hui nous soumettent à une profusion de sollicitations, d'injonctions à répondre, à arbitrer, à initier, à faire. Et je pose la question à tous les deux, comment trouver le temps de faire lien? Puisque faire lien, c'est prendre le temps. Ça ne se décrète pas comme ça instantanément. Comment trouver le temps aujourd'hui? En fait, moi, je ne dirais pas que le temps s'accélère. Je dirais simplement que nous sommes soumis, du fait de la technologie, à une superposition de présents multiples.
Car nous sommes présents là, mais nous sommes soumis à des injonctions qui peuvent venir de notre téléphone, de notre écran d'ordinateur ou d'ailleurs. Et cette superposition de présents multiples, quand nous arrivons à la gérer, nous donne un sentiment de griserie existentielle. On se sent important, on est très demandé, et on a l'impression d'exister davantage. Quand au contraire, on n'arrive pas à la gérer, bah, c'est le burn-out. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Boris pourra le confirmer, mais il me semble que le burn-out touche plutôt des gens qui ont une très grande conscience professionnelle, qui n'aiment pas le travail mal fait et qui ont l'impression qu'à force d'être tout le temps dérangés, ils travaillent moins bien qu'ils devraient. Ensuite, moi j'ai l'impression que le confinement on a souvent, en tout cas moi, beaucoup interrogé sur le rapport au temps pendant le confinement, comme si le confinement était quelque chose de temporel. Alors évidemment, la durée du confinement, quand elle est connue, change la façon de le vivre. Mais le confinement, c'est d'abord une expérience spatiale. Parce qu'en fait, on est toujours confiné dans le temps. On ne peut jamais choisir librement la position qu'on occupe dans le temps. On est prisonnier de l'instant présent. Donc le confinement temporel, il est permanent. Par contre, ce qui était nouveau pendant le confinement, c'était le confinement spatial. Tout d'un coup, nos appartements, nos maisons se sont transformés en prison. Et c'est ça qui est difficile. Et moi, je travaillais beaucoup avec des prisonniers. Les prisonniers, ce qui est problématique pour eux, c'est le rapport à l'espace, beaucoup plus que le rapport au temps. Même si la durée de la peine, évidemment, est un paramètre très important. La contrainte maximale, c'est que tous les jours, ils sont enfermés dans des cellules ou bien des cours pour la promenade, dans un espace qui est extrêmement confiné. Et par exemple, ils ne peuvent plus jamais voir les étoiles dans le ciel, puisque quand il fait nuit, ils sont dans leur cellule. Et donc, je pense que si nous avons perdu le sens du temps pendant le confinement, on ne savait plus très bien quelle heure il était, on mangeait à peu près à n'importe quelle heure, c'est parce que le sens du temps nous est donné par toutes sortes de marqueurs quotidiens, des rendez-vous, des régularités, des rythmes imposés qui nous font sentir le temps. Autrement dit, pour sentir le passage du temps, il faut être victime de ce que Paul Valéry appelait l'intoxication par la hâte. Finalement, il faut être pressé pour sentir que le temps existe. Et ça a été une expérience intéressante. L'intoxication par la hâte qu'évoque Étienne, comment y faites-vous face vous-même ? Comment faites-vous riposte, parade à l'intoxication par la hâte ? Vous qui êtes, j'imagine, ultra sollicité, comment vous protégez-vous pour justement faire rempart à cette intoxication par la hâte ? Alors, je pense qu'en neurologie, il n'y a pas de perception du temps. Lorsque une information est toujours la même, on finit par ne plus la percevoir, ça devient une habituation. Comme pour les journalistes, une information qui est toujours la même n'est plus une information. C'est un engourdissement psychique. Pour qu'il y ait un éveil psychique, il faut qu'il y ait une différence de deux perceptions. Alors, à ce moment-là, c'est la différence qui fait surgir un étonnement et un désir de comprendre. Si on vivait dans un univers où il n'y aurait qu'une seule couleur, le bleu, on ne pourrait pas prendre conscience du bleu. Pour qu'on prenne conscience du bleu, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. Et c'est donc de la différence de ces deux sensations que naît la prise de conscience. Lorsqu'on est tout le temps au sprint, c'est le cas des gens qui souffrent de ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Au sprint, on finit par avoir un engourdissement. Et les athlètes de haut niveau le savent bien, quand il y a un surentraînement, eh bien, les athlètes de haut niveau diminuent leur performance et ils ont souvent des fractures de fatigue parce qu'ils s'entraînent trop. Donc, pour que le corps et l'esprit arrivent à une bonne rentabilité, il faut bien sûr qu'il y ait un sprint de temps en temps, et tout de suite après, il faut qu'il y ait de l'ennui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rencontre des gens, et tout de suite après, qu'on s'isole. Si on s'isole trop longtemps, on n'est pas stimulé. Si on rencontre tout le temps, on est débordé, on est engourdi.
Et c'est ce qui déclenche le burn-out. Dans ce qu'on appelle maintenant le burn-out, c'est des gens qui n'arrêtent pas de travailler. Ils veulent tout bien faire, comme l'a dit Étienne. Ils veulent tout le temps. Alors, dans les milieux de soins, on a fait une enquête à Toulon. Les infirmières et les médecins, au moment du confinement, après du confinement, ont dépassé les 50% de burn-out. Ils n'en pouvaient plus. Parce que non seulement ils travaillent physiquement dans les services d'urgence, ce n'est pas la fatigue physique qui est fatigante, qui est épuisante, c'est constamment vivre dans le stress. Et là où il y a le plus de burn-out, c'est dans les services de cancérologie pour enfants. Parce qu'on est toujours dans l'attente de la mort, dans la déchirure du lien, et les infirmières et les médecins payent très cher. Alors que quand on vit dans un milieu de technologie, on fait son métier de technicien et on ne déprime pas. Donc on a tendance à surcoter la technologie, parce que c'est vrai que c'est une prouesse de l'intelligence humaine, mais ce n'est pas une prouesse de la relation. Comme l'a presque dit, les écrans sont une performance stupéfiante de communication, mais ce n'est pas une relation. Dans la relation, il faut qu'il y ait un autre. Il faut que l'autre me regarde parler. Il faut que l'autre hoche la tête. Vous avez vu, il a hoché la tête. Hein. Il faut que l'autre... Il sourit. L'écran, il ne m'a jamais fait ça. Mon écran n'a jamais hoché l'écran. Il n'a jamais souri. Ce n'est pas une relation. J'aimerais, Boris, je vais dresser une petite photographie très rapide d'une interprétation que l'on peut faire du monde que nous prépare la révolution numérique. Les GAFAM, les grands acteurs du numérique, nous promettent de connecter le monde, sachant que connecter le monde, ça ne signifie pas forcément créer du lien. Aujourd'hui, on voit bien que l'image de soi et celle des autres est perturbée. On constate l'instantanéité, la profusion des échanges, la traçabilité, c'est-à-dire la surveillance de ce que fait l'autre, le système des j'aime pas, qu'on agite à tout temps et n'importe quand. Avec Instagram, les jeunes se placent dans une comparaison et une compétition permanente qui provoque des dégâts notamment sur l'estime de soi. Avec Metaverse, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, nous promet de travailler, de nous divertir, nous cultiver, de consommer, bien sûr, et même d'aimer à partir de casques de réalité virtuelle ou augmentée. Au Japon, des robots se substituent aux humains pour contenter des désirs d'amour. Ceux qui ont vu le film Her ont en mémoire Joaquin Phoenix tissant une relation amoureuse avec la voix de Scarlett Johansson créée par l'intelligence artificielle. Et déjà aujourd'hui, nos centres d'intérêt, nos désirs, et donc nos sentiments et l'objet de nos liens sont orientés par les algorithmes. Cela nous prépare-t-il une société de burn-out? Et comment provoquer l'éveil psychique auquel vous faisiez référence dans une telle configuration? Êtes-vous inquiet? Alors, on devait se rencontrer la semaine dernière pour parler de ça. Et si j'avais pu venir, j'aurais dit qu'il faut distinguer l'amour, l'attachement et les machines. L'amour, c'est un moment extatique qui est complètement coupé du réel. Les psychanalystes disent que le moment amoureux, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'étais amoureux de Marilyn Monroe. Ça reste entre nous, ça. Hein. Et elle m'a jamais, pas un coup de téléphone, pas une fleur, rien. L'attachement, c'est exactement le contraire. C'est que on se côtoie, on s'entraide, on bavarde, on se tait, on est d'accord, et on ne se rend pas compte qu'on tisse le lien, geste après geste, petit déjeuner après petit déjeuner. Et le jour où l'autre n'est pas là, je prends conscience du manque. Mais quand elle est là, j'en prends pas conscience, comme pour le bleu de tout à l'heure. C'est toujours la même information. Il faut qu'elle manque pour que je prenne conscience à quel point elle est importante pour moi. Et puis les machines, j'avais un ami qui avait une clinique d'épuration extra-rénale à Lyon. Et
c'était l'époque où, pour changer le sang des gens, il y avait des vessies de porc qui permettaient de filtrer les substances toxiques du sang des gens, le travail que le rein ne faisait plus. Et un soir, je l'accompagne, et il y avait un ingénieur, sa machine était cassée. Et cet ingénieur, qui est très doué pour les choses intellectuelles, dit, mais ça m'angoisse. Alors mon ami médecin dit, mais on va vous confier à cette machine. Et l'ingénieur a répondu, mais cette machine ne me connaît pas. Il avait fait un transfert avec la machine. Il pensait que si cette machine le soignait bien, c'est parce que cette machine le comprenait. Alors qu'une nouvelle machine qui marchait mieux, mais qui n'était pas familière, je souligne le mot, c'était une machine, elle ne me connaît pas, elle ne va pas me soigner aussi bien. Donc ce transfert qu'on fait entre êtres humains, on peut aussi le faire avec des machines. Étienne, le lien de l'homme et de la machine, il est assez central quand même dans vos travaux. Et je rappelle que vous enseignez à Centrale Supélec, que vous travaillez également pour un laboratoire du CEA. Vous êtes au cœur justement de cette relation de l'homme et de la machine. Ouais, ce que vient de dire Boris Cyrulnik, ça me fait penser à l'avis du comité national pilote sur numérique qui vient de rendre son rapport sur les chatbots. Les chatbots, c'est ce qu'on appelle en français des agents conversationnels. C'est donc des machines, des robots, en fait, qui font du deep learning, qui font de l'apprentissage profond, et qui, à partir des textes qu'ils peuvent lire et interpréter, sont capables de parler aux utilisateurs ou bien de leur écrire. Et ça pose des questions éthiques considérables, notamment pour le fait que, et c'est ce que vient de dire Boris, on fait un transfert et on attribue à ces machines, même si on est informé qu'il s'agit de machines, une forme de personnalité, on a de l'empathie pour elles. Et toute la question est de savoir quelle place nous devons leur attribuer, comment est-ce qu'elles menacent certains métiers, par exemple, et est-ce qu'elles ne vont pas, à terme, modifier, y compris le langage humain. Bon. Et ce qui me fait penser à cela, c'est un peu ce que Boris a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'a montré le confinement de façon très, très manifeste, c'est que finalement, le numérique permet de fabriquer une nouvelle condition de l'individu contemporain. Je veux dire par là que aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez fabriquer ce que j'appellerais votre chez-soi idéologique, c'est-à-dire une communauté numérique rassemblant des personnes qui pensent la même chose, qui croient les mêmes choses, qui s'abreuvent aux mêmes sources, et des algorithmes d'intelligence artificielle seront capables, ayant identifié le tropisme intellectuel et les croyances de cette communauté, vont l'alimenter en articles, en vidéos, qui iront dans le sens de ce qu'ils pensent déjà et qui agiront ainsi comme des biais de confirmation. Et pourrait se constituer ainsi ce que Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique, appelait des petites sociétés, c'est-à-dire des clans de personnes qui pensent les mêmes choses et dont les valeurs leur semblent plus importantes que les valeurs du contrat social. Et moi, je me demande si le fait que dans les mêmes canaux de communication circulent à la fois des informations, des connaissances scientifiques ou autres, des croyances, des opinions, des bobards, fait que les statuts respectifs de ces différents éléments, qui sont très différents, ne finissent pas par se contaminer. Par exemple, si je vous présente une connaissance scientifique, vous pourriez me dire qu'il s'agit en fait de la croyance d'une communauté particulière. Ou bien si je vous présente une croyance, vous pourriez considérer que c'est une connaissance qui a été injustement méprisée par les scientifiques. Et on crée comme ça des petites sociétés qui sont une véritable menace pour la démocratie. Comme le disait Tocqueville lui-même, c'est des menaces plus grandes que, par ailleurs, par exemple, les salons mondains, qui sont des lieux où on discute, on s'affronte, on entend des biais qui viennent, on entend des contradictions par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on dit. Et c'est comme ça que la pensée évolue et devient une véritable pensée. Et tu as parlé, Denis, des métaverses. Eh bien, il y a des scénarios qui sont étudiés par des auteurs de science-fiction dans un projet qui s'appelle Red Team, qui est un projet qui intéresse l'armée française, avec l'idée que, outre les chez-soi idéologiques qui sont permis par le numérique, eh bien, les métaverses pourraient faire que chacun d'entre nous, individuellement,
serait installé en permanence dans un environnement qui lui plaît. Par exemple, si vous allez au restaurant et si vous aimez le rock, eh bien, vous entendrez du rock. Votre voisin qui aime le rap entendra du rap. Et donc, on est dans un monde qui est en quelque sorte en résonance avec ses propres goûts, qui nous sépare des autres. Et dans un tel monde, c'est une sorte de scénario catastrophe, en fait. On n'arrive plus à faire société parce que chacun se retranche dans la communauté au sein de laquelle il n'est pas contredit. Il n'est pas non plus malmené dans son confort. Et ça nous amène à une façon de concevoir la société. En fait, il y a deux façons de concevoir la République. Je parle de la société, mais je devrais plutôt parler de République à la française. Ou bien vous concevez comme Bergson la République comme un lieu où on pratique la politesse de l'esprit. Il y a une sorte d'égale considération. On évite de se vexer, de s'insulter, on est poli, on écoute, on est bienveillant, etc. Évidemment, c'est une conception idéalisée. Il y a une autre conception à l'autre bout, qui est, elle, au contraire, celle qui consiste à dire que la République, c'est un lieu extrêmement douloureux, psychiquement et intellectuellement. Parce qu'une République, ça rassemble des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, pas les mêmes connaissances, pas les mêmes cultures, pas les mêmes origines éventuellement. Et donc, vivre dans une telle République, c'est entendre, voir des choses qui nous choquent. Et il me semble qu'on est un peu à la croisée des chemins. Est-ce qu'on accepte de vivre dans un lieu qui nous malmène, qui nous menace, qui nous déplaît, qui nous contredit, ou est-ce qu'on veut vivre dans le coton? Et il me semble que pour restaurer le lien, qui est le sujet de notre table ronde, il faut accepter d'être malmené et ne pas céder à la tentation de se retrancher. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les gens qui sont modérés dans leur comportement, dans leurs convictions, doivent s'engager sans modération. C'est eux qui tiennent, à mon avis, les clés du maintien du lien social. Boris, vous êtes inquiet de cette communautarisation de la société et des groupes sociaux? D'ailleurs, il existe différentes portes d'entrée depuis longtemps. Elles sont religieuses, ethniques, sociales, générationnelles ou culturelles, et de genre également. Cette tendance favorise le lien intracommunautaire, et certains diront même de consanguinité, et je ne sais pas si c'est à ça que faisait référence Étienne particulièrement, et tout ça décourage le lien intercommunautaire. C'est un objet de préoccupation pour vous, à la fois la démonstration d'Étienne et justement mon propre rebond? Alors pour moi, oui, c'est un objet d'inquiétude même, parce que quand une société est en chaos, elle se replie sur elle-même et elle fabrique des communautés. Et l'avantage de ces communautés, c'est qu'on se sent en sécurité. Mais le désavantage de ces communautés, c'est qu'on se coupe de la communauté d'à côté. Et on voit ainsi se créer des discours opposés. On est bien entre nous, il y a une grande solidarité. Si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes un traître ou un ennemi, vous méritez la mort. Et quand on voit dans une société désorganisée, ce qui est très régulièrement arrivé, on voit des communautés se refaire, les gens sont bien dans la communauté, ils se sentent forts, ils parlent la même langue, ils ont le même Dieu, ils ont les mêmes rituels, ils se protègent vraiment, ils se sentent bien. Et ça mène inévitablement à la haine de ceux qui ne pensent pas comme eux, qui n'ont pas le même Dieu, qui n'ont pas les mêmes rituels. Et ça, c'est un processus qui se répète très régulièrement. Alors actuellement, notre société est en difficulté. Enfin, la société, la planète, la condition humaine est en difficulté. Parce que nous, on souffre, mais dans les pays pauvres, ils souffrent encore plus. Parce que nous, on a des grands logements, on a la médecine, on a la technologie, on a des machines qui nous aident, ce qu'ils n'ont pas, eux. Et puis surtout, la sécheresse va arriver. Et en Afrique, actuellement, il y a des lacs qui ont complètement disparu et qui sont remplacés par des dunes de sable qui se déplacent. L'autre jour, j'étais au-dessus de ces villes en avion, il n'y a plus de verre autour de ces villes, il n'y a que du sable. Donc, c'est pas pour dans 50 ans, ça a commencé. Et dans ce cas, on est anxieux, on est malheureux, on pense à la mort qui est imminente. Quand il n'y a pas d'eau, la mort est imminente. Et la première mort, dans ce cas, c'est celle de nos enfants. Justement, Boris, pardonnez-moi, mais une question toute sotte, mais j'essaie de comprendre.
comment l'homme est-il capable à ce point de ne pas aimer les autres vivants que lui-même? Quand on constate, quand on regarde l'état de la planète vivante, de toutes les espèces vivantes, cette planète est en danger par la faute de l'homme. Comment explique-t-on cette incapacité d'aimer d'autres vivants que nous-mêmes? Eh bien, ça rejoint la première question que vous avez posée à Étienne. C'est que l'ambivalence du lien d'attachement, alors là je vais le dire avec des mots de tous les jours, mais il y a des tas d'observations expérimentales, on ne peut éprouver le plaisir d'explorer une autre langue, une autre culture, une autre personne avec intérêt, avec beaucoup de plaisir, que si auparavant on a été sécurisé par un lien d'attachement. Or, actuellement, le lien d'attachement, il n'existe que dans les communautés, le repli sur soi. Et dans ce cas-là, c'est quand on se laisse piéger par la communauté, on perd le plaisir de découvrir une autre culture. Il n'y en a qu'une il n'y a qu'une culture qui est valable, c'est la mienne, puisqu'elle me sécurise. Si vous ne pensez pas comme moi, vous m'angoissez, vous m'agressez. Je me sens agressé par la moindre différence de croyance ou par la moindre différence de pensée. Alors que si je suis sécurisé parce que j'ai un lien d'attachement avec ma famille, avec mes copains, avec mes enfants, avec ma culture, si j'ai un lien d'attachement, j'ai une estime de moi et j'ai confiance en moi, et à ce moment-là, j'éprouve le plaisir de me décentrer de moi pour me représenter le monde d'un autre. Qu'est-ce que c'est intéressant? Il n'a pas le même Dieu que moi, alors ça c'est intéressant. Il ne croit pas, il ne pense pas comme moi, alors ça c'est étonnant. Il n'écrit pas. Et à ce moment-là, on s'enrichit de la différence. On ne peut pas faire ce travail d'exploration, de plaisir d'exploration, si on se replie sur soi parce qu'on se sent agressé, comme c'est le cas actuellement. Et on voit plein de petites communautés qui se sentent mieux entre eux. Ils parlent la même langue, ils sont complètement... Le langage totalitaire, c'est ça. On répète toujours les mêmes slogans, c'est le langage des perroquets. On répète toujours les mêmes slogans et ça donne l'illusion de comprendre, mais ce n'est pas une vraie compréhension. La compréhension, c'est la prise de conscience de la différence. S'il n'y a pas de différence, c'est le langage des perroquets, c'est le langage totalitaire qu'on voit réapparaître actuellement. Boris, vous travaillez beaucoup sur les animaux. La vie d'un animal est-elle d'égale valeur que celle d'un homme? Alors, si je raisonne en termes communautaires, ma vie est supérieure à celle des animaux. Mais le virus vient de nous faire toucher du doigt que si je maltraite les animaux, si je les rends malades, je mourrai avec eux. 70% de nos maladies actuellement sont des zoonoses. C'est des maladies qu'on a flanquées aux animaux par les élevages, par le travail excessif, on les a rendus malades. Et c'est quand on rend malade un animal, il fabrique du virus. Quand on écorche un animal, dans l'écorchure, il y a des tout petits segments d'ARN, d'acide ribonucléique. Il y a 12 petits segments qui sont enveloppés par une capsule de lipides. C'est minuscule, c'est un virus. C'est nous qui l'avons fabriqué. On l'a fabriqué parce qu'on a fait des élevages d'animaux, parce qu'on les a blessés, parce qu'on les empêche de se soigner entre eux, parce que les animaux ou bien meurent ou bien se soignent. On les empêche de se soigner et on voit de plus en plus d'animaux malades de la peste, c'est le cas de le dire. Et ensuite, on les rend malades, ils nous rendent malades. C'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus de la nature, comme nous l'a fait croire une pensée dualiste. Le copain Descartes, qui a joué un rôle immense dans les sciences dures, merci Descartes, il nous a rendu un très vilain service en séparant le corps et l'âme. Il faut apprendre à raisonner en termes circulaires, en termes écosystémiques. Mais de même, Boris, pardonnez-moi, mais je voulais poser la question à Étienne, de même que l'on dit, et moi le premier, je voulais demander à Étienne si justement la relation de l'homme et de la nature était centrale,
Mais on ne devrait pas distinguer l'homme de la nature. L'homme est dans la nature, il n'est pas indépendant de la nature. Comment le philosophe Étienne Klein, justement, se questionne lui-même sur ce rapport de l'homme dans la nature? Boris a cité Descartes et on pourrait aussi citer Galilée. Alors Galilée, on l'a vu responsable de la physique moderne, comme on l'appelle. Et c'est vrai qu'avec cette idée qu'exprime Galilée pour la première fois que la nature est écrite en langage mathématique, ce qui n'est pas le cas de l'homme, il a implicitement invité à considérer que l'homme serait un être d'antinature. Non pas au sens où l'homme serait contre la nature, serait opposé à elle, mais au sens où ils sont distingués par le fait qu'il serait transcendant par rapport à la nature. Il échapperait en quelque sorte à la nature, grâce notamment à la compréhension qu'il a de son fonctionnement, qu'il pourrait acquérir de son fonctionnement. Et il est vrai que cette base philosophique a donné à la science toute son efficacité. Et aujourd'hui, on voit bien que, et ça se voit de multiples façons, que l'homme n'est pas un être d'antinature. Il fait partie de la nature, il n'a pas du tout un statut transcendant. Et toute la question, c'est de savoir si nous devons ou non liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. Moi, j'entends cela chez les étudiants que je fréquente, certains d'entre eux ont cette idée que c'est la science qui serait responsable du désordre et des problèmes dans lesquels nous sommes. Moi, j'en suis pas sûr, parce que je pense que c'est en fait la science qui nous dit que ça va pas. Et ça n'est pas avec la physique d'Aristote, par exemple, qu'on va pouvoir régler les problèmes climatiques. Ça n'est pas avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va résoudre les problèmes de zoonose. Autrement dit, on va avoir besoin de la science. Mais on ne doit pas la considérer comme la solution suffisante à tous ces problèmes. Autrement dit, plutôt que de liquider, comme certains y invitent, l'idée de rationalité, je pense qu'il faut retravailler la rationalité à l'aune de ce que nous avons appris pendant ces derniers siècles, notamment pendant le XXe, pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations. Alors, avant de passer le micro au public, j'ai deux questions pour parler de la jeunesse. D'abord, une question très personnelle, Boris. Votre enfance a été marquée par la rupture la plus brutale qui soit, du lien le plus essentiel qui soit, lorsqu'à l'âge de 8 ans, je crois, vous avez été arraché à vos parents qui ont ensuite été déportés. Après une telle épreuve, comment tisse-t-on un lien de confiance et un lien d'amour avec les autres, avec son entourage plus tard? Dans votre construction d'homme, comment justement vous êtes-vous Alors, je pense effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, ma famille entière a disparu. Et j'ai été arrêté et condamné à mort à l'âge de 6 ans. Mais je pense que, avant mon arrestation, ma mère avait tissé avec moi des liens d'attachement. On retrouve là. Et ces liens d'attachement m'ont probablement donné une confiance en moi. Puis ensuite, j'ai réussi à m'évader. Alors ça m'a rendu complètement mégalomane parce que j'étais... Pour reconnaître que c'est exceptionnel. Parce que j'étais convaincu, à l'âge de 6 ans, je me suis évadé, j'étais convaincu que j'étais plus fort que l'armée allemande et la Gestapo et que comparé à moi, c'était rien du tout. Ça m'a rendu complètement psychiatre. C'est-à-dire, mais alors là, ça permet de répondre à ce que Étienne disait tout à l'heure. Ce sont les épreuves qui musclent et que je pense que face à l'épreuve, dans cette salle, tout le monde a eu sa part d'épreuves. Ce qui compte, c'est comment on les affronte. Seul, on le casse. Si on tisse un lien avec notre famille, des amis, un prêtre, un moniteur de sport, si on tisse un lien, on donne sens à l'épreuve. Et le sens qu'on donne aux événements modifie la manière dont on les ressent. C'est pour ça que là, Descartes n'a rien à dire. Parce qu'on est dans la subjectivité totale. On n'est plus dans la rationalité mathématique, on est dans la subjectivité. Un même geste peut prendre un sens totalement différent. Et je peux aimer l'effort si cet effort a un sens. Alors j'ai inventé une fable que je retrouve maintenant citée régulièrement. Elle est attribuée à Charles Péguy. C'est moi qui l'ai inventée. C'est-à-dire,
Charles Péguy va à la cathédrale de Chartres. Il voit un homme qui casse des cailloux au bord de la route. Cet homme est couvert de sueur, il est sale, il a un visage qui souffre. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je n'ai pas trouvé d'autre métier, c'est un métier idiot, j'ai mal au dos, je gagne rien, je suis malheureux. Il continue sa route, il voit un deuxième homme qui casse des cailloux et qui a l'air bien. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ben moi, je suis en plein air, je gagne ma vie comme ça. Il continue un peu plus loin et il voit un homme, les rayons de bonheur lui sortent de la tête. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Eh bien, vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. Le geste est le même. Il casse des cailloux. Mais le troisième donne sens à son effort. Il a mal au dos, il accepte. Il est épuisé, il accepte. Parce que dans sa représentation, cette pierre-là va devenir un morceau de cathédrale. Et je pense que ça, aucune machine ne peut le faire et aucune machine ne peut donner sens. C'est la mort qui donne sens à la vie. C'est les épreuves, à condition qu'on s'associe, qu'on tisse des liens d'attachement pour surmonter l'épreuve et qu'on donne sens à nos épreuves. Alors surmonter les épreuves, c'est le lien d'attachement, et donner sens à l'épreuve, c'est la parole, c'est la poésie, c'est les journalistes, c'est les philosophes, c'est les fabricants de mots qui donnent sens aux épreuves, et ça, c'est pas les machines. Alors, pour conclure, avant de vous passer le micro, j'aimerais évoquer avec vous une étude qui m'a marqué, qui a marqué tous ceux, je pense, qui l'ont découverte. C'était au mois de septembre, c'était une étude de The Lancet. Une grande enquête qui a été réalisée auprès de 10 000 jeunes de 10 pays différents, riches et pauvres, aussi bien des jeunes Américains que des jeunes du Nigeria. Elle révèle que 75% des jeunes jugent le futur effrayant, 56% estiment l'humanité condamnée, 39% hésitent à avoir des enfants. Et je me demande alors comment on peut faire lien avec les autres, avec demain, quand on estime qu'il n'y a pas d'avenir. Étienne, vous qui êtes au contact quotidien avec cette jeunesse, justement, ces chiffres de The Lancet, est-ce que vous les corroborez finalement dans vos échanges avec eux? Et êtes-vous inquiet de ces chiffres? Seulement 17% des jeunes avaient envie de vivre dans le futur. Ce qui est une question un peu bête, parce qu'ils ne vivront pas ailleurs que dans le futur. Mais disons qu'en effet, la différence qu'il y a entre leur génération et la mienne, à l'âge qu'ils ont, moi j'étais adolescent dans les années 70 et 80, c'est qu'il n'y a chez eux aucune impatience du futur. Il n'y a aucune envie, il n'y a aucune hâte d'être en 2050. Alors que dans ma génération, certains d'entre nous étaient impatients d'être en l'an 2000. On nous parlait de l'an 2000 tous les jours, il était configuré à l'avance, on nous expliquait comment on allait voyager, travailler, se nourrir. Tout ça était très enthousiasmant et ça provoquait cette impatience. Aujourd'hui, en effet, 2050 n'est pas attractif parce que l'idée de progrès, c'est problématisé, elle a peut-être même disparu, le mot en tout cas a disparu des discours publics, et elle supposait qu'on puisse configurer à l'avance le futur d'une façon crédible et attractive. Aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, je ne parle pas de ceux qui travaillent en physique des particules ou en cosmologie qui continuent à nous faire rêver, je parle de ceux qui parlent de climat, de biodiversité, de pollution, etc. Ben, ceux qui nous disent du futur est crédible et guère attractif. Et donc, l'idée de progrès a été prise en porte-à-faux. Et d'ailleurs, on a remplacé le mot par le mot innovation, dont la rhétorique s'appuie sur un temps qui passe qui serait corrupteur. Alors que la rhétorique du progrès s'appuyait sur un temps constructeur, complice de notre liberté et de notre volonté. Et je pense que pour les jeunes générations, la mienne de génération a le devoir de soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire de la faire progresser, de la sortir de la façon dont elle a été théorisée par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, et d'essayer de regarder ce qu'il y avait de naïf dans leur discours, de tenir compte des leçons que nous avons apprises grâce au temps qui a passé depuis, notamment au XXe siècle, qui a dénoncé certaines naïvetés du discours des philosophes des Lumières qui pensaient, eux, que par exemple, il y avait un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès scientifiques, technologiques, matériels, moral, politique. C'est bien que ce n'est pas du tout aussi simple. Et donc, de soumettre ces idées à une sorte d'analyse critique
qui permettrait de la réactiver d'une façon qui fasse sens pour les jeunes générations. Il ne s'agit pas de prédire le futur, hein. Il s'agit de donner une perspective pour que chacun puisse déterminer ses actions selon un axe qui donne du sens à ce qu'il fait. Merci Étienne. On va prendre quelques questions. Oui, on a 10 minutes. Alors je vous remercie, comme on n'a pas beaucoup de temps, vraiment de poser une question courte. Alors effectivement, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de relations, de rapports et de proportions. Et pour cause, c'est la base de la science et peut-être de l'Occident, puisque la réflexivité est l'identification consciente de la connaissance. Mais il y a une autre manière de modalité à la pensée qui est le hiératisme, le sacré. Et il se base sur l'absence de réciprocité, parce que son fondement est l'irrémédiable, l'irréversible de la mort. C'est un concept de polarité et c'est une intégrale qui se courbe en singularité de perte. Maintenant, les manières d'apprécier cela, votre question, c'est-à-dire le rapport, j'y suis presque, merci. Enfin j'y suis à ce moment-là, vous êtes formé en rhétorique peut-être. Quelles sont les manières, dans vos deux disciplines, d'apprécier ce rapport intime à une altérité fondamentale? Dans votre discipline, c'est le rapport à la persona, c'est-à-dire une dynamique de seuil qui prend assise sur une oblitération. Et dans la discipline de la physique, c'est le barycentre d'existence qui gère la destination de l'origine du mouvement. Merci, monsieur, de reprendre place. Bien, y a-t-il une autre question? Monsieur, là-bas, au fond. Non, je peux essayer de répondre à ce monsieur. C'est que effectivement, nous, êtres humains, on est capable de se soumettre et d'habiter une représentation totalement impossible à percevoir, le sacré. Et effectivement, une fois qu'on habite une représentation qui n'est pas matérielle, on ne peut pas l'apercevoir, on éprouve quelque chose. Et effectivement, on a fait une enquête dans des services de cancérologie entre des gens qui avaient un cancer et qui ne croyaient pas, quelle que soit la religion, et une autre population qui avait un cancer, mais qui croyait, quelle que soit la raison, eh bien, ceux qui avaient une représentation métaphysique, ceux qui avaient accès au sacré, résistaient beaucoup mieux et supportaient beaucoup mieux la souffrance du cancer. Donc, merci pour votre question. Il y a un monsieur au fond qui lève le doigt. Oui, merci pour vos exposés. Je voudrais revenir au schéma décrit par Boris Cyrulnik concernant le sprint et comment progressivement dans une société, lorsqu'il y a un ensemble de sprints, ça mène au suicide ou à la destruction. Je me demande si ce n'est pas l'accélération de l'exploitation des ressources humaines, donc la vitesse, qui en moins de 2 siècles ont conduit à cette destruction qu'on ne semble pas vouloir maîtriser parce que la finance domine. Et la finance a une vitesse maintenant 100 fois plus rapide, le volume des échanges financiers est 100 fois plus important que l'économie réelle. Moi je dis c'est l'idée de cette vitesse. Mais en même temps, Étienne Klein n'arrête pas de préciser, bon il va le confirmer, que dans l'espace, il n'y a pas de vitesse. Alors c'est quoi ce paradoxe?
pourquoi sommes-nous ou nous laissons-nous obnubiler par la vitesse qui finalement, potentiellement, peut détruire la démocratie? Je peux commencer à répondre et puis Boris complétera sans doute, mais non, dans l'espace, il y a des vitesses de déplacement, et d'ailleurs elles n'augmentent pas à part celle de l'information, mais les voitures ne vont pas plus vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans, les trains non plus, les avions non plus. Et à ma connaissance, il n'y a plus de projet d'avion supersonique pour le transport civil, donc les vitesses de déplacement dans l'espace, pour ce qui est des corps physiques qui sont les nôtres, n'augmentent pas. Les vitesses moyennes ont même tendance à ralentir. Ce qui augmente en vitesse, c'est l'information et peut-être les flux financiers dont vous parlez. Non, ce que je disais, c'est que c'est la notion de vitesse du temps qui n'a pas de sens. Puisque une vitesse, c'est une dérivation par rapport au temps. Donc, attribuer au temps une vitesse, ça reviendrait à estimer que le cours du temps change sa vitesse d'écoulement par rapport au cours du temps, ce qui serait une sorte de tautologie ou de contradiction, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc, le temps n'a pas de vitesse, mais dans l'espace, il y a bien des vitesses. Et je pense que ce qui est notoire dans notre société, c'est pas tellement la vitesse elle-même, c'est plutôt le fait que nous sommes victimes de ce que j'appellerais une entropie chrono-dispersive. C'est-à-dire que notre rapport au présent, en fait, nous ne sommes jamais ensemble. Nous pouvons individualiser grâce à la technique notre rapport au présent. Et ça crée entre nous des différences qui font que chacun peut décider de porter son attention à ceci ou à cela, ce qui le coupe du lien des autres. Et donc, il n'y a pas d'accélération. En tout cas, il n'y a pas d'accélération du temps, parce que pour qu'il y en ait une, il faudrait déjà qu'il y ait une vitesse. En revanche, je pense que nous vivons à des rythmes qui sont très, très différents les uns des autres. Quand on parle du temps qui s'accélère, on a l'impression qu'on est tous embarqués dans une course folle, mais on oublie que beaucoup de gens vivent sans aucune trépidation. Je pense aux prisonniers, je pense aux malades, je pense à certains vieillards qui sont des gens qui ne vivent pas du tout dans ce rythme. Et donc, présenter le monde comme étant entraîné dans une course rapide vers l'abîme, comme étant entraîné de façon homogène dans cette course, c'est être victime d'une sorte de biais. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, il y a beaucoup de gens qui vont lentement, et il ne faudrait pas mettre tous nos rythmes individuels dans le même panier dynamique. Boris, ce monde de l'extrême vitesse, c'est un monde qui a beaucoup de mal à donner sa place aux fragiles, à la fragilité, à reconnaître d'ailleurs la fragilité et les trésors de la fragilité. Mais je pense que c'est notre vulnérabilité humaine qui a créé les prouesses de la civilisation. On a été obligé, comme physiquement on n'est pas terrible, hein, on court moins vite que la plupart des animaux, on vole pas très bien, on nage pas très longtemps sous l'eau, donc physiquement on n'est pas terrible. On a donc été contraints à l'artifice de l'arme pour tuer des mammouths, pour tuer des animaux beaucoup plus forts que nous, l'artifice du piège, l'artifice de la sociologie, se mettre en société, en groupe pour chasser, l'artifice du verbe pour donner sens à la mort qu'on donnait. On tuait, on donnait la mort pour ne pas mourir. C'est notre vulnérabilité qui a créé nos prouesses techniques. Et c'est nos prouesses techniques qui maintenant risquent de nous entraîner vers la mort. Par exemple, les pays d'Europe du Nord ont décidé de ralentir le développement des enfants. Et je témoigne, j'ai été dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, invité notamment par Jeannette Bougrabe quand elle était notre secrétaire d'État, et j'ai vu à quel point les enseignants, les parents, ralentissent le développement des enfants. Qu'est-ce que ça donne à 15 ans, à l'âge des évaluations PISA? Ils sont médailles d'or. Les meilleurs scores. Ils sont les meilleurs scores. C'est les meilleurs. J'ai travaillé au Japon, ils font exactement le contraire. Je n'ai pas été en Corée, mais il paraît qu'en Corée, c'est encore pire. Les enfants sont surstimulés. Quelques-uns tiennent le coup. Les filles surtout. Les autres cassent. Et actuellement, il y a un phénomène au Japon où les garçons décrochent. Alors, ils ont, par exemple, 30% des garçons ont leur première relation sexuelle à 30 ans, tellement ils ont peur des femmes.
Vous me direz que ce n'est pas la peine d'aller au Japon pour avoir peur des femmes. Mais là-bas, c'est devenu un phénomène culturel. Les garçons décrochent. Et aux évaluations PISA, les filles font des bonnes performances et les autres sont complètement écrasées. Est-ce que cette stratégie d'éducation est la bonne? Les pays d'Europe du Nord obtiennent de meilleurs résultats sans provoquer de troubles psychiques. Donc je pense qu'on paye très cher ce sprint, on paye très cher le développement personnel, le goût de la réussite personnelle. Il ne s'agit pas de renoncer, il s'agit de trouver un rythme, comme on l'a dit tout à l'heure, pour lutter contre le burn-out. Un sprint, un repos, une rencontre, un isolement, une respiration. Et à ce moment-là, probablement, on aura une nouvelle société à inventer, mais il faudra réformer les rapports humains, développer l'amitié, bébête. Il faudra probablement changer les rythmes scolaires et il faudra surtout changer l'université parce que actuellement, on a fait des évaluations à l'université de Mons en Belgique où j'enseigne encore. On a fait des évaluations, presque 40% des adolescents aujourd'hui dépriment. 40%. C'est faramineux. Est-ce que vraiment ça vaut ce prix? Alors je pense qu'il y a d'autres solutions et que dans les années qui viennent, il faudra sûrement organiser des rythmes scolaires, de la culture populaire. J'ai écrit un petit livre où le titre c'est « J'aime le sport de petit niveau ». Parce que le sport de petit niveau, c'est les copains, c'est la rigolade. Si on gagne, qu'est-ce qu'on est fier? Si on perd, de toute façon, on est fier, puisqu'on a perdu, mais on était meilleur qu'eux. Hein, vous êtes d'accord? Étienne, justement, vous qui êtes un compétiteur de haut niveau, un sportif de haut niveau, que répondez-vous aux sportifs de petit niveau? Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout un compétiteur de haut niveau. Je suis très mauvais. Moi. Je suis un amateur. Et j'aime passionnément ce que vient de dire Joris. Moi, je fais de la montagne en amateur, tranquillement. Je fais des courses qui sont en effet assez longues, mais sans aucun esprit de compétition. Et je veux simplement témoigner que, et c'est ce qui donne raison encore plus à Boris quand il critiquait tout à l'heure Descartes. Descartes, en effet, séparait l'esprit et le corps. Et moi, je pense qu'il y a en effet un esprit du corps qui permet au corps de faire des choses qu'il ne semble pas être capable de faire. Autrement dit, et Spinoza l'avait déjà remarqué, personne ne sait ce que peut un corps parce que justement, nous ne savons pas comment il est couplé avec le mental qui fait intrinsèquement relation avec lui d'une certaine façon. Et donc, moi, je suis un sportif tout à fait amateur. J'aime des sports d'endurance dans lesquels il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a pas de terrain. Ça, c'est la typologie des pratiques sportives, ou physiques plutôt que sportives, parce qu'il n'y a pas de compétition, que j'aime. Et mon but dans ces courses, c'est de terminer. C'est pas du tout de gagner. Et heureusement, sinon, je serais constamment déçu. Merci infiniment, Étienne et Boris, pour ce lien que vous avez créé entre nous tous et avec vous. Merci.